Bonjour à toutes et tous, bienvenue, comme je le disais pour ce webinaire sur le pilotage retraite. Je suis extrêmement content, que vous soyez aussi nombreux, preuve de l'intérêt, pour le pilotage retraite, des questions évidemment qu'il peut susciter. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré de 2 experts en la matière, côté Swiss Life Assurance, Xavier Panuel. Xavier, bonjour. Tu Bonjour tout le es monde. directeur de l'actuariat produit Vue chez Swiss Life, et Louis Jambu, bonjour à toi et bienvenue. Merci d'être avec nous. Tu es, responsable de la gestion multi-asset chez Swiss Life Asset, Manager. Bonjour à Le tous. le but du webinaire, eh bien, c'est de, vous parler évidemment de ce pilotage retraite avec, 3 points principaux. Le premier qui est effectivement de parler de ce qui s'est passé sur les marchés en 2023. Donc, regardez les différentes classes d'actifs, regardez les différents fonds qui composent le pilotage retraite. Parlez ensuite, et on sait que c'est un point sur lequel vous avez beaucoup de questions, en tout cas sur lequel vous aviez beaucoup de questions l'année dernière, et j'imagine que c'est toujours le cas. On vous dira, on vous donnera quelques premiers éléments de réponse sur l'évolution de ces grilles retraite dans le temps, et notamment sur ce qui va se passer en 2024. Et puisqu'on est sur le sujet de l'année en cours, et bien évidemment, on vous parlera de perspectives. Et là, Louis reprendra la parole pour tenter de vous dresser un portrait de ce que vous pouvez attendre sur l'année qui est en cours. Tout de suite, je vais céder la parole à Louis avec une première diapositive. Et je te passe la main, mon cher Louis, sur finalement, est-ce que 2023 est une année de normalisation versus l'année dernière qu'on a connue, qui est 2022 et qui était très particulière. Nous vous en avions parlé. Merci Romain pour cette introduction. Effectivement, je vais commencer par faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur l'année 2023 sur les marchés financiers. Alors j'ai repris le graphique que j'avais présenté l'année dernière pour montrer un petit peu le fait que l'année 2022 avait été particulièrement exceptionnelle, puisque vous voyez, elle se situait dans le mauvais cadran de ce graphique, avec des performances négatives à la fois pour les obligations et pour les actions. Donc une année tout à fait atypique, puisque avec assez peu d'autres années présentes dans ce cadran, et en plus avec des performances vraiment très négatives. Et ce qu'on a pu constater en 2023, c'est que finalement, on retourne dans le cadran un petit peu plus représentatif de ce qui se passe d'habitude en temps normal sur les marchés, c'est-à-dire le cadran où à la fois les rendements obligataires qui sont sur l'axe horizontal et les rendements des actions qui sont sur l'axe vertical sont en territoire positif. Alors une année qui est plus normale parce que les rendements sont positifs, malgré tout, on constate quand même qu'on est plutôt sur la gauche du cadran, donc pour la partie obligataire, des performances qui sont certes positives, mais qui restent quand même en deçà de ce qu'on a pu voir sur certaines années précédentes, et en tout cas en deçà de la moyenne pour les années positives, et j'y reviendrai un petit peu après sur mon slide suivant. Mais donc oui, une année plus normale, dans le sens où on retrouve une évolution positive sur les marchés financiers et des performances positives sur la majorité des classes d'actifs, mais quand même avec certains bémols. Heu, donc le 1er bémol, comme je disais, côté obligataire, avec une année qui a été un petit peu compliquée pour les obligations, malgré la performance positive à la fin de l'année. On a vu le reflux de l'inflation qui était attendu sur l'année 2023. Ça avait commencé un petit peu à la fin de l'année 2022, sur la deuxième moitié de l'année 2022. Ça s'est poursuivi assez nettement sur l'année 2023, avec en plus des effets de base assez favorables. Donc une inflation qui est passée aux États-Unis plus de 10% en rythme annuel à la fin de l'année 2023 un rythme annuel autour de 4%. Donc une baisse assez marquée. En Europe aussi, une baisse très marquée. On est passé de 8 à 3,5% à peu près. Mais on reste quand même sur des niveaux d'inflation qui sont au-delà de la cible des banques centrales, qui est d'une inflation autour de 2%. Et c'est pourquoi elles ont, tout au long de l'année 2023, poursuivi leur politique de resserrement monétaire. Donc elles ont augmenté leur taux directeur.
ce qui a un impact immédiat sur le niveau des taux courts, donc des taux monétaires, mais qui a aussi un impact sur l'ensemble de la courbe des taux et qui a tendance à faire monter l'ensemble des taux. Je me permets de vous rappeler que quand les taux augmentent, les prix des obligations diminuent. Donc on touche un coupon un petit peu plus important, mais on peut avoir une légère perte en capital sur le mouvement de taux, qu'après on va récupérer via le coupon supérieur. Et donc ces actifs obligataires, avec ces hausses des taux qui se sont poursuivies jusqu'au mois d'octobre, la dernière hausse des taux pour la Banque centrale européenne, c'était en septembre, et pour la Réserve fédérale américaine, c'était en octobre, a eu un impact assez négatif sur les performances des actifs obligataires, avec jusqu'au mois d'octobre des performances qui étaient proches de zéro, voire pour certains marchés négatives. Et ce qui s'est passé au mois d'octobre, c'est que les banques centrales ont annoncé qu'elles avaient probablement terminé leur cycle de resserrement monétaire, ce qui a causé une certaine euphorie sur les marchés obligataires, puisqu'ils attendaient cette annonce avec une grande impatience. Et sur les 2 derniers mois, donc sur les mois de novembre et décembre 2023, on a vu une assez forte correction sur les taux, avec des baisses de taux assez généralisées. Comme je disais, donc quand les taux montent, les prix des obligations diminuent, et du coup, quand les taux baissent, les prix des obligations ont réaugmenté. Et ça a permis ces 2 derniers mois et cette annonce de la pause, et en tout cas de la fin probable du cycle de hausse par les banques centrales, de permettre aux actifs obligataires de se reprendre sur les 2 derniers mois et de terminer en territoire positif l'année. À côté de ça, on a eu un effet un peu différent de celui de l'année 2022. En 2022, on avait vu des hausses des taux également, donc des actifs obligataires très chahutés. Alors les hausses des taux avaient été un peu plus fortes en 2022 qu'en 2023, donc l'impact avait été plus négatif. Mais on avait vu aussi une baisse des marchés actions qui avait corrigé assez fortement suite à ces hausses de taux. C'est un effet qu'on n'a pas du tout vu sur l'année 2023, avec des marchés actions qui ont été vraiment très porteurs sur l'année. Au début de l'année, portés principalement par un certain nombre de valeurs. Donc, aux États-Unis, les fameuses 7 magnifiques, valeurs liées à la technologie, donc Google, Facebook, Tesla, Amazon, Microsoft, Apple et Nvidia. Nvidia étant le petit dernier qui est arrivé en 2023 avec l'engouement qui a eu lieu sur les thématiques liées à l'intelligence artificielle. Donc un marché qui a été très, très porté par ces valeurs-là en début d'année. Et finalement, ces valeurs-là représentant une large portion des indices, elles ont tiré les indices, mais le reste de la cote était en difficulté. Donc une année un peu compliquée pour les plus petites valeurs, les petites et moyennes valeurs en particulier. Et à l'annonce au mois d'octobre de la pause et de la probable fin du cycle de hausse des taux par les banques centrales, là, on a eu des marchés actions qui ont réagi aussi assez positivement, donc à l'image des marchés obligataires. Et l'aspect positif à ce moment-là, c'est que la hausse a été beaucoup plus partagée, c'est-à-dire que c'est plus uniquement les plus grosses valeurs de la cote qui ont progressé, mais c'est l'ensemble du marché. Donc on a une hausse beaucoup plus saine, entre guillemets, qui n'est plus portée par un certain nombre de valeurs, et donc avec un peu moins de risques de correction pour le futur. Donc une année globalement plus normale que l'année 2022, mais avec encore des éléments un peu atypiques. Donc ce cycle de hausse des taux qui se poursuit en début d'année, et ces valeurs technologiques qui portent la cote en début d'année également. Et donc en termes de performance, pour les principaux supports des produits d'épargne retraite, on a des performances positives sur l'année. Des performances qui sont en ligne avec le niveau de risque pris sur les différents supports, puisque les performances des actifs obligataires ont été inférieures aux performances des actifs actions, et donc les fonds qui sont les plus exposés aux actions ont eu les performances les plus élevées. Donc on a pour le fonds le moins risqué, Multi-Asset Tempo, une performance de un peu plus de 5%.
Pour le fonds moderate, une performance à 5,85%. Pour le fonds balance, une performance à 6,87%. Et pour le fonds growth, une performance à 8,37%. Donc des performances positives. On renoue avec les performances positives sur l'ensemble de la catégorie multi-asset. Des performances aussi qui sont en ligne avec les perspectives de reprise qu'on avait évoquées au cours du webinaire de l'année dernière, où on avait indiqué que au vu de l'exceptionnalité des rendements et des performances de l'année 2022, il faudrait probablement compter entre 2 et 3 ans pour récupérer tout ce qui avait été perdu sur les marchés. Donc on est sur les bases de ce rythme de récupération pour l'ensemble des fonds multi-assets. Donc un rythme un petit peu plus lent sur les fonds plus prudents, donc Moderate et Tempo, du fait de ces difficultés qu'on a eues sur la classe obligataire. Et un rythme un petit peu plus rapide sur Balanced et sur Growth, où là, potentiellement, on pourrait récupérer dès la fin de l'année probablement le niveau de performance qu'on avait avant la crise de 2022. Donc des performances qui se redressent très nettement, même si évidemment ça n'efface pas encore tout à fait l'impact très négatif qu'on avait pu voir sur l'année 2022. Et maintenant, je vais passer la parole à Xavier qui va vous rappeler le fonctionnement des grilles retraite et les évolutions qu'on prévoit pour ces grilles. Merci Louis. Oui, vous connaissez déjà ces grilles, on a dû vous les montrer l'année dernière, puis c'est un peu ce qui figure sur la documentation que vous remettez aux clients. Et je voulais revenir dessus, juste pour bien qu'on partage le constat sur l'existant. Donc, le principe de ces grilles, c'est que ce sont des grilles figées. Donc, le client rentre dessus la souscription et l'évolution de l'allocation est celle qui était prédéfinie et il n'y a aucune possibilité d'action dessus autre que de sortir de la grille ou de changer de profil. Donc, c'est des grilles avec une désensibilisation, hein, c'est ce qui est prévu par la réglementation, une désensibilisation qui se fixe comme horizon le départ en retraite. Et comme vous le voyez sur la partie droite de chacune de ces grilles-là, l'épargne du client subsiste sur le contrat bien au-delà du départ en retraite, puisque désormais, hein, les clients ne basculent pas sur le fonds en euros pour tout liquider en rente, mais comme ils sortent en capital et comme ils sortent par des rachats partiels, des rachats programmés, leur épargne, l'épargne qu'ils ont constituée subsiste sur le produit et reste sur l'allocation de la grille. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes horizons hein, qu'avant la loi Pacte. On est sur des horizons qui sont beaucoup plus longs, et ce qui explique aussi que l'allocation des dernières années avant la retraite soit une allocation qui corresponde à une duration qui est encore d'une quinzaine d'années pour la plupart des clients. Donc, on voit là la première limite de ces grilles qui est qu'elles sont figées. L'autre caractéristique, c'est qu'on est sur un nombre de lignes assez limité. On a 6 unités de compte plus le fonds en euros, 6 dont 2 pardon, qui sont assez peu présents. Donc, ça repose sur un univers de fonds à la fois limité, et puis on n'a que des fonds de SLAM. Donc, ce sont des fonds qui sont tous issus d'une même logique de gestion et de même parti pris, de mêmes anticipations macroéconomiques. Donc ça, c'est le constat actuel. Et partant de là, si on peut passer sur le slide suivant, on a réfléchi, après avoir rencontré beaucoup d'entre vous, hein, on a entendu les remontées que vous avez pu nous faire parvenir, que ce soit via ces webinaires, que ce soit via les rencontres qu'on peut avoir dans les régions avec vos représentants. Et donc, on a travaillé avec, on travaille d'ailleurs toujours avec les équipes de SLAM sur les évolutions qui nous semblaient nécessaires d'apporter au fonctionnement actuel des grilles que je viens de préciser. Et on a travaillé avec 2 axes majeurs. Le premier axe, c'est de se donner de la flexibilité, de la souplesse
L'idée, c'est de pouvoir apporter les ajustements nécessaires aux grilles lorsque le contexte de marché évolue fortement et que les grilles qui ont été mises en place ne répondent plus aussi bien aux besoins. L'exemple type, ça, c'est 2022, où on était en quelque sorte coincé par les grilles. On essaye de tirer les enseignements de cette situation-là et de s'autoriser, alors ça passe par des évolutions contractuelles, hein, évidemment, mais de s'autoriser à pouvoir faire évoluer les grilles, un peu comme un mandat, lorsque la situation l'exige. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est d'apporter plus de diversification à l'univers d'investissement des grilles, plus de diversification en augmentant un petit peu le nombre de fonds présents dans les grilles, et puis nouveauté, en s'autorisant de recourir à des fonds de sociétés externes pour avoir une approche de gestion un peu plus diversifiée qu'aujourd'hui. Donc ça, ce sont les deux, je dirais les deux évolutions souhaitées, enfin volontaires de notre part. Et puis à côté de ça, il ne vous a pas échappé, si c'est le cas, en parler, que la loi Industrie verte a été votée en octobre dernier, et que parmi les nombreuses dispositions, il y en a un certain nombre qui impactent directement l'activité de l'assurance vie, et en particulier les grilles de retraite, au travers de deux éléments principaux. Le premier, c'est que les grilles de retraite, enfin les grilles de pilotage retraite, des grilles de pilotage retraite devront intégrer désormais du non-coté. Donc il va falloir que dans certaines des grilles qu'on propose, on intègre ces fonds-là. Et la deuxième modification importante qu'a apportée la loi Industrie verte concernant les grilles, c'est qu'elle a revu la définition des actifs à risque faible qu'on peut intégrer dans les grilles. Alors, les actifs à risque faible, aujourd'hui, c'est ce qu'on met aujourd'hui pour répondre à cette obligation-là, c'est le fonds en euros et le fonds Tempo. La réglementation a réduit le niveau de risque que pouvaient avoir ces fonds-là. Donc sur le fonds en euros, ça ne pose pas de sujet, mais pour les autres fonds, on passe d'un SRI 3 à un SRI 2. Concrètement, ça veut dire qu'on pouvait avoir une volatilité qui montait jusqu'à 12 sur ces fonds-là. Désormais, elle ne sera plus que de 5 maximum. Donc on voit bien que ça implique soit de modifier la gestion des fonds qui sont dedans, soit de recourir à des fonds qui soient plus prudents. C'est plutôt la deuxième option qu'on va retenir. Et puis la dernière nouveauté, alors c'est aussi la loi Industrie verte, mais c'est un autre aspect, c'est tout ce qui touche à la durabilité. Désormais, on va devoir recueillir les préférences de nos clients en matière de durabilité et en tenir compte dans les préconisations qu'on leur formule. Parmi ces préconisations, il y aura les grilles de pilotage retraite. Donc, il va falloir que les nouvelles grilles intègrent cette dimension-là et puissent nous permettre de nous engager sur un niveau minimal. Alors, ça ne sera pas des niveaux très, très, très élevés, évidemment, mais d'un niveau minimal de fonds durables selon les différents critères, taxonomie, SFDR. Enfin, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là. Donc, voilà, en résumé, une évolution vers plus de souplesse à la fois dans l'évolution de la grille dans le temps, donc au travers de cette flexibilité qu'on veut apporter, plus de souplesse et plus de diversification au travers d'un enrichissement de l'univers d'investissement, et puis la prise en compte de cette dimension durable. Alors, cette évolution-là, on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir être prêt le 24 octobre, qui est la date à laquelle entrent en vigueur ces dispositions de l'industrie verte. Et ça nécessitera évidemment, comme on est sur des contrats retraite qui sont des contrats associatifs, de respecter toute la gouvernance associative, donc que ce soit validé au préalable par les AG, etc. etc. Donc beaucoup de travail pour faire évoluer ça, pour pouvoir vous livrer à l'automne de nouvelles grilles.
Une dernière précision à ce stade-là, les nouvelles grilles, elles seront disponibles pour toutes les nouvelles adhésions, mais bien évidemment, si les clients qui sont aujourd'hui en portefeuille souhaitent pouvoir basculer sur ces nouvelles grilles, on leur proposera la possibilité de le faire s'ils le souhaitent, dans les meilleures conditions. Voilà, Romain, ce que je pouvais dire à ce jour sur les évolutions attendues des grilles. Merci Xavier, c'est très clair et je vois à certaines réactions que ça en enchante certains, les évolutions et que finalement apporter un peu de fraîcheur à ces grilles, ça laisse présager plutôt de bonnes choses de ce que je comprends et de ce que j'entends de tes propos. Donc c'est En tout cas, c'est dans ce but-là qu'on le fait. exactement. Mon cher Louis, je te rends la parole sur cette fois-ci un point peut-être un peu plus macroéconomique pour voir quelles sont les perspectives des prochains mois, des prochains semestres. Et on commence tout de suite avec de la macroéconomie. Merci Xavier et merci Romain. Donc je reprends la main pour vous présenter nos perspectives économiques et du coup financières sur les classes d'actifs et nos perspectives de rendement sur les fonds. Donc je vais commencer par les perspectives macroéconomiques, donc en commençant par les deux statistiques vraiment importantes et très suivies par les marchés, donc la croissance et l'inflation. Donc au niveau de la croissance, depuis le début de l'année et la fin d'année dernière, on a revu à la hausse nos prévisions de croissance pour l'année 2024, en particulier pour les États-Unis. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, effectivement, nos anticipations étaient pour un ralentissement relativement marqué de l'économie américaine suite à ces hausses de taux importantes. Avec une possible récession, soit en fin d'année 2023, soit en début d'année 2024. Force est de constater que sur ce point, on a nettement sous-estimé la résilience, en particulier du consommateur américain, qui, à bout de bras, a réussi à porter la croissance américaine. Et du coup, si on attend toujours un ralentissement pour le début d'année 2024 et pour le deuxième semestre de 2024, on n'attend plus de récession, en tout cas aux États-Unis. Sur l'Europe aussi, on revoit un petit peu nos perspectives à la hausse, même si sur l'Europe, on s'était moins trompé, puisque alors au global, on a eu une croissance quasi nulle. On a certains pays qui ont été en récession, dont l'Allemagne, avec 2 trimestres négatifs de croissance au 3e et au 4e trimestre. Donc un chiffre de croissance revu à la hausse pour l'Europe pour l'année 2024, mais qui reste très faible, donc autour de 0,4, 0,5 selon notre prévision, la prévision du consensus des économistes. Comme vous voyez, avec une croissance en Allemagne qu'on attend pour l'année à 0. Donc un peu mieux évidemment que la récession de fin d'année dernière, mais toujours un petit peu inquiétant pour la santé de l'économie européenne. Donc voilà, pour l'année 2024, une année donc avec un ralentissement moins marqué que ce qu'on pensait, mais un ralentissement quand même. Mais une année qui commence quand même assez fort aux États-Unis et donc avec l'effet d'entraînement, une croissance autour de 2% attendue. Et puis pour l'année prochaine, le ralentissement continue. L'effet finalement de ce ralentissement moins fort, c'est aussi que les banques centrales ont moins d'incitation à stimuler l'économie et donc à faire baisser leur niveau des taux d'intérêt. Et donc du coup, moins de baisse de taux, moins de stimulation de l'économie, un potentiel de croissance qui est un petit peu plus faible. Donc vous voyez un ralentissement très progressif pour l'année 2025 avec une croissance qui serait attendue autour de 1,6 aux États-Unis. Et côté zone euro, comme effectivement on pense que la situation est un petit peu plus difficile, on attend aussi une action de la Banque centrale européenne peut-être un petit peu plus tôt et un petit peu plus marquée, ce qui permettrait à l'économie européenne de progresser un petit peu plus sur l'année 2025 que sur l'année 2024.
Et donc à droite de ce tableau, sur nos prévisions d'inflation et les prévisions du consensus, donc là aussi, on pensait que les hausses des taux auraient un impact peut-être un peu plus fort, aidé par ce ralentissement qu'on attendait. Et donc du coup, comme le ralentissement n'a pas eu lieu, on a revu nos perspectives d'inflation en légère hausse, en particulier sur la zone euro. Avec une inflation qui reste un petit peu plus élevée que la cible des banques centrales pour l'année 2024, donc entre 2,6 et 2,8% attendus pour l'économie américaine, un petit peu moins, 2,2 en zone euro. Pour l'année 2024, donc une inflation qui continue de baisser et qui revient sur des niveaux presque tolérables, mais qui est encore un petit peu au-dessus de la cible. Qui reste un peu au-dessus de la cible pour l'année 2025 pour l'économie américaine et qui revient à la cible pour l'économie européenne. Donc voilà, des prévisions un petit peu actualisées avec des prévisions économiques sur les perspectives économiques un petit peu meilleures et des prévisions sur le plan de l'inflation un petit peu plus négatives. Alors, ces prévisions, elles ont été revues parce que, donc, comme je disais, aux États-Unis, certains secteurs faiblissent, mais la consommation des ménages reste robuste. Elle a été fortement stimulée par les politiques massives d'investissement. D'abord suite à la suite du Covid, puis suite à l'élection de Joe Biden, le plan de relance qu'ils ont appelé Inflation Reduction Act, mais qui n'était pas vraiment un plan de réduction de l'inflation, mais plutôt d'investissement massif, en particulier dans les industries propres. Et ces deux impacts, finalement, ont eu un effet très, très positif sur la capacité du consommateur américain à continuer de consommer. Et donc, ont soutenu la croissance tout au long de l'année 2023 et aussi en ce début d'année 2024. Alors, il y a quelques signes qui peuvent plaider vers une baisse de ce soutien, en particulier l'épargne disponible des ménages américains qui ressort en baisse. Hein. Donc, ils commencent à taper dans leurs économies pour continuer de consommer autant qu'ils consomment. Mais force est de constater que cette épargne également reflue moins vite et donc est sur des niveaux relativement élevés encore d'un point de vue historique. On est sur des niveaux qui sont toujours plus élevés que ceux qu'on pouvait voir avant la crise du Covid. Donc un consommateur américain qui ne devrait pas s'effondrer, même s'il va peut-être ralentir un petit peu en termes de croissance. Et vous voyez donc le côté inflation, une inflation qui reste tenace, en particulier, par exemple, hein, le dernier chiffre qui est sorti il y a un peu plus d'une semaine, il y a exactement une semaine, qui est ressorti en légère hausse sur l'inflation des services, là où le marché attendait une stabilité. Et malheureusement, c'est un indicateur qui est plutôt inquiétant pour les autorités monétaires, puisque les services représentent plus des 2/3 de l'économie américaine. Et donc, si on continue de voir de l'inflation sur les services, ça veut dire que l'inflation va peut-être baisser un petit peu moins vite qu'attendu. Côté européen, on a un début d'année et on a eu une fin d'année dernière qui sont un petit peu plus compliquées. Typiquement, par exemple, les indices des directeurs d'achat qui sont peu engageants, avec des directeurs d'achat qui sont plutôt pessimistes et qui du coup attendent avant de déployer leurs investissements. Mais on attend quand même une légère amélioration sur ce plan économique en Europe, compte tenu de la probable fin du cycle de hausse des taux et du probable retour du soutien via une politique plus accommodante au niveau de la Banque centrale, avec une inflation qui, vous voyez sur le graphique, est repassée presque au niveau ciblé par la Banque centrale, qui est en très nette baisse et qui, elle, en Europe, ne montre pas de signes de persistance. Et donc, on attend que l'inflation reviendra à la cible de la BCE d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait lui permettre de soutenir l'économie en baissant ses taux de manière probablement un petit peu plus
petit peu plus précoce et peut-être un peu plus agressive aussi que la capacité de la Réserve fédérale américaine à faire de même. Ensuite, donc, le côté marché. Donc, comme je disais, donc le cycle de hausse des taux qui avait été entamé à la suite à la fin de la crise du Covid, finalement à la fin de l'année 2020, donc toute l'année 2021, l'année 2022, s'est poursuivi en 2023. Donc on a eu encore une nouvelle phase de hausse des taux sur l'ensemble des marchés, plus marquée aux États-Unis, mais assez généralisée. Et puis, comme je l'évoquais en introduction, donc une baisse assez forte en fin d'année dernière, encore une fois sur l'ensemble des marchés, avec donc des marchés américains qui réagissent un petit peu plus fort que les autres parce qu'ils avaient aussi monté un peu plus. Et puis en ce début d'année, donc une situation un peu plus compliquée côté marché obligataire. C'est vrai que l'euphorie de la fin d'année dernière sur les marchés obligataires était allée un peu loin. On était revenu sur des niveaux de taux qui n'étaient pas vraiment cohérents avec le niveau d'inflation qu'on pouvait voir. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques annonces de banquiers centraux qui ont tenté de tempérer un petit peu les marchés obligataires en leur disant que ils étaient peut-être un petit peu trop optimistes sur le potentiel de baisse des taux qui était attendu dès le mois de mars. Et puis ces derniers chiffres qui sont sortis, qui ont aussi un petit peu eu l'effet d'une douche froide sur le marché obligataire, qui a du coup assez nettement revu ses perspectives de baisse des taux à la baisse. Là où sur le marché américain, par exemple, on attendait jusqu'à 6 baisses de taux pour l'année, avec un début des baisses dès le mois de mars. Aujourd'hui, je crois que ce qui est attendu par les marchés, c'est entre 3 et 4 baisses, et probablement pas avant le mois de juin, voire pas avant la fin de l'été, si la situation économique actuelle perdure. Donc finalement, des anticipations de baisse de taux qui changent et qui ont un impact direct sur la performance des actifs obligataires, puisque les taux sont un petit peu remontés en ce début d'année 2024. Alors on reste assez loin du pic qu'on avait pu voir au mois d'octobre 2023. Mais du coup, des performances sur les actifs obligataires en ce début d'année qui tirent un peu les performances à la baisse sur les fonds dans cette légère correction. Alors, comme je disais l'année dernière, hein, les obligations, on a un effet immédiat quand les taux montent, c'est que leur prix baisse, donc ça a un impact sur les prix et donc sur les performances. L'avantage, c'est aussi qu'avec ces taux qui sont un petit peu plus élevés, on a aussi des rendements embarqués qui sont remontés. Alors, ils avaient nettement rebaissé en fin d'année 2023 et on avait ajusté notre positionnement un petit peu en ce sens, hein. On avait pris un peu de profit sur la poche obligataire en début d'année. Et là, finalement, on a profité de cette nouvelle hausse de taux pour réaugmenter notre exposition à la classe d'actifs, ce que je présenterai un petit peu après. Donc sur le marché des actions, donc comme je disais, on a eu la correction de 2022, la forte progression de l'année 2023 avec la petite correction qu'on a vue au troisième trimestre. Et depuis la fin du troisième trimestre, depuis la fin du mois d'octobre, des marchés qui sont en hausse quasiment en ligne droite, sur le S&P 500 en particulier, mais c'est aussi valable sur le Japon, qui a très très nettement progressé, et aussi sur l'Europe. Alors vous voyez, ça se voit moins sur l'Europe que sur les États-Unis, parce qu'on part d'un niveau qui était beaucoup plus bas, puisque les marchés américains avaient porté les marchés mondiaux depuis une dizaine d'années, hein. Ils avaient très très largement surperformé leurs homologues. C'est moins vrai aujourd'hui, même si ça ne se voit pas sur le graphique à cause des effets d'échelle. Les marchés européens en 2022 ont très largement surperformé dans la baisse les marchés américains. Ils ont très nettement surperformé au début de l'année 2023 avant d'être un petit peu rattrapés en fin d'année, mais ils ont fini l'année en surperformance. Et à nouveau, en 2024, des marchés européens qui surperforment légèrement les marchés américains dans la hausse. Donc des marchés actions qui restent euphoriques aujourd'hui, qui paradoxalement, par rapport à ce qu'on avait pu voir par exemple à l'année 2022, n'ont pas du tout réagi, que ce soit aux hausses de taux qu'on a vues en 2023 ou plus récemment sur ce début d'année 2024.
et donc qui continue de porter les performances des supports vers le haut. Malgré cela, on a quand même depuis la fin d'année, donc depuis ce début d'année, un retour en force des très grosses capitalisations qui ont à nouveau porté la cote dans ce cycle de hausse. Donc finalement, 2023, les 3 premiers trimestres portés par les grandes capitalisations, le dernier trimestre une hausse plus généralisée. Et on retrouve en 2024 ce signal un peu inquiétant d'un marché qui est porté par un très petit nombre de valeurs, avec d'autres qui montrent des signes de ralentissement, même si ces signes sont un petit peu moins inquiétants que les signes qu'on a pu voir au début de l'année 2023, avec des résultats solides qui ont été publiés, en particulier là, par les entreprises américaines. Le cycle de publication aux États-Unis commence dès le mois de février. Ce sera un petit peu plus tard pour l'Europe, puisque la majeure partie des publications se fait au mois de mai. Mais clairement, des résultats des entreprises qui restent solides. Pour plusieurs raisons, la principale étant probablement que cet environnement un peu inflationniste est quand même relativement favorable aux entreprises, puisque cette inflation, comme je le disais tout à l'heure, elle ne vient plus des matières premières, sur lesquelles finalement on ne peut pas faire grand-chose, mais elle vient de la force de l'économie et du secteur des services. Et du coup, cette inflation, c'est aussi des bénéfices des entreprises qui sont plus élevés que ce que pouvaient attendre les analystes. Donc des signaux un peu mitigés. C'est vrai qu'avec une telle hausse, et surtout en ligne droite sur les marchés actions, on peut attendre à court terme une correction sur ces marchés, une petite respiration. Mais des signaux qui s'améliorent en termes de direction économique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on pense que il peut y avoir une correction sur les marchés développés, une correction peut-être un peu plus forte. On l'a vu, la situation en Chine en ce moment n'est pas très reluisante. Sur les marchés émergents, qui est attendu par nous. Mais on pense quand même que l'année va terminer sur des bases positives. Comme on n'anticipe pas de récession pour cette année, en dehors d'un événement majeur géopolitique complètement imprévisible, il n'y a pas de raison finalement que la machine se grippe particulièrement. Et du coup, cette correction finalement de court terme, si elle se produit, ça pourrait être un bon point d'entrée pour remettre du risque et bénéficier finalement de la hausse qui suivra pour clôturer l'année. Donc c'est un peu notre positionnement actuel. Donc on n'a pas réduit notre exposition action, qui était déjà un petit peu sous-exposée en fin d'année dernière. Mais on est prêt au cas où il y aurait une correction de 5 à 10% sur les marchés, de recharger du risque et de bénéficier de cette correction pour se réexposer et bénéficier du rebond. Et sur la poche obligataire, donc comme je disais, donc à court terme, donc à l'image de ce qui se passe sur les actions, sur le crédit, on a une vue un petit peu mitigée. On a des écarts de crédit, donc le différentiel de taux entre le taux que payent les emprunteurs privés plus risqués par rapport aux emprunteurs étatiques moins risqués sont à des niveaux historiquement bas. Sur les États-Unis, on est revenu sur les niveaux d'avant la crise du Covid, donc de 2019. En Europe, on est même en dessous, un petit peu au-dessus, mais on s'en rapproche très fortement. Et donc, il y a un risque, effectivement, en cas de léger ralentissement, de voir ces écarts de crédit repartir à la hausse, et donc avec un impact un petit peu négatif sur le marché qu'on attend. Sur les obligations d'État, donc comme je disais, on a commencé à réaugmenter la pondération dans le portefeuille suite à la légère correction qu'on a vue. On n'attend pas de baisse massive des taux sur les 3 prochains mois, clairement. Pour nous, effectivement, les obligations d'État sont relativement bien valorisées à ces niveaux-là. Donc c'est un pur pari de portage, où on cherche à bénéficier finalement du taux un peu plus élevé qui est offert par la classe d'actifs aujourd'hui.
avec un risque relativement limité que les taux continuent de monter et un peu de potentiel si jamais la crise était un petit peu plus forte qu'attendue et que les banques centrales venaient à revoir leur politique monétaire et à la baisser. Et donc des perspectives à moyen terme qui sont favorables sur l'ensemble de la classe d'actifs. Alors un peu moins sur le crédit de qualité, où là les écarts de crédit sont peu rémunérateurs par rapport au risque pris, au risque supplémentaire pris. Et donc on voit la classe d'actifs relativement stable sur l'année, mais sans grand potentiel de hausse. Des obligations au rendement, par contre, qui nous paraîtraient attractives si on voyait une correction des écarts de crédit. Et des obligations d'État qui, une fois qu'on aura passé finalement le sommet de la vague, devraient bénéficier en deuxième partie d'année de ces baisses des taux que les marchés attendent et devraient bénéficier à la fois du portage qu'on a engrangé en ce moment en investissant, et de ces baisses des taux qui auront un impact positif sur la valeur des obligations en tant que telles. Et donc pour terminer sur cette présentation, donc un petit point sur les performances de l'année. Donc sur l'année 2024, on a un tempo qui est à plus 0,82%, Moderate plus 0,33%, Balance plus 1,67% et Growth plus 2,93%. Donc en ligne avec ce que je disais, hein, des fonds qui sont finalement bien hiérarchisés comme l'année 2023, du fait de la surperformance des actifs risqués en ce début d'année par rapport aux actifs peu risqués. Un fonds tempo qui, comme Xavier l'a mentionné tout à l'heure, a pu recharger un petit peu de risque en ce début d'année, ce qui explique sa performance un peu positive, puisqu'on a une contrainte qui s'est assouplie en termes d'objectifs de SRI, ce qui nous a permis d'augmenter la pondération dans le portefeuille pour la mettre à un niveau proche de celui de Moderate. Comme je disais, sur l'ensemble des autres fonds, on a augmenté la pondération de la poche obligataire depuis le début de l'année, en prenant un petit peu sur nos liquidités qu'on avait accumulées. Et puis on a un positionnement stable sur la poche action, donc légèrement surexposé, mais en utilisant beaucoup d'exposition à des stratégies et des secteurs un peu défensifs en cas de correction. Exposition qu'on est prêt à relâcher pour réinvestir sur des stratégies plus agressives côté action si on constate cette correction. Donc globalement, un positionnement qui devrait nous permettre d'accompagner la hausse des marchés en ce début d'année 2024, enfin qui nous a permis d'accompagner la hausse des marchés en ce début d'année 2024 et qui devrait nous permettre de bénéficier à la fois de la stabilisation sur les actifs obligataires pour les fonds les plus prudents et de la probable poursuite de la progression des marchés actions, même si on ne peut pas exclure d'avoir quelques creux de marché desquels on compte bien tirer parti pour recharger du risque au moment où ce sera opportun. Et je vais laisser la main à Romain pour la conclusion. Merci. Je voulais simplement, avant de passer à la question. Au micro, Romain. Je viens de m'en apercevoir. Merci beaucoup. Je disais merci Louis. Et avant de passer aux questions-réponses, je voulais simplement attirer votre attention sur un élément qui est l'effort important de communication conjointement mis en place par Swiss Life et Swiss Life Asset Managers, qui vise à vous informer de façon plus claire, plus transparente, plus fréquente sur ce qui se passe au sein des pilotages retraite, d'ailleurs c'est l'exercice du jour, sur ce qui se passe également au sein des fonds, donc des UC qui composent les pilotages retraite, et effectivement à tenir chaque année, puisque c'est l'engagement déjà que nous avions pris l'année dernière et vous le retrouvez cette année pour ce même événement, eh bien, un webinaire avec la possibilité d'échanger et la possibilité de nous poser des questions, en tout cas à Xavier et à Louis qui sont les experts tant du côté assurantiel que du côté gestion chez Swiss Life Asset Manager.
Pour les questions-réponses, on a eu, Xavier et Louis, beaucoup de questions. Je voulais commencer, par une question sur le fonds inflation, mon cher Louis. C'est donc une question pour toi, où on me demande pourquoi le fonds est toujours dans la grille et finalement ce qu'il apporte comme intérêt à la grille, étant donné, que, les performances historiques sont, pas des plus folles. Avec un élément, et un apport de précision de ma part, qui est de dire que ce fonds-là est effectivement pas si facile que ça à lire. Est-ce que en 2 mots, tu peux nous rappeler, Louis, le fonctionnement de ce fonds de la façon la plus simple possible, et nous expliquer pourquoi, on garde ce fonds aujourd'hui, dans les allocations retraite? Alors, merci pour la question. C'est vrai que c'est un fonds qui est très compliqué, à interpréter, parce qu'effectivement, il y a inflation dans le nom et donc on s'attend à ce qu'il ait des performances nettement positives dans un contexte, inflationniste, tel qu'on a pu le vivre, ces dernières années. Effectivement, c'est un peu paradoxal, mais ce fonds, il achète des actifs obligataires et donc il a une exposition à l'inflation, qui a contribué «positivement» entre guillemets à ses performances, mais il a une exposition aussi assez marquée, au mouvement de taux d'intérêt, et c'est ce qui explique ses performances un peu décevantes, l'effet de taux ayant été très largement supérieur à l'effet d'inflation. Effet qui est à l'inverse de ce qu'on avait pu constater sur les 5 années précédant le choc, de l'année, qui a commencé à partir de l'année 2021 sur les actifs obligataires. Donc, effectivement, le fonds un fonds très impacté par cette, remontée des taux, dont les performances quand même ont été, un peu atténuées par la protection offerte par les obligations indexées. Puisque donc ce fonds, il a une sensibilité au mouvement des taux qui est assez élevée. Donc, quand les taux montent, il a tendance à baisser assez fortement. Pour un fonds qui aurait été exposé aux obligations sans protection contre l'inflation sur l'année 2022, par exemple, il aurait fait -40, là où le fonds global inflation a fait -20. Donc on a quand même un impact très positif de la partie inflation, même si dans les chiffres en absolu, la contribution du fonds est négative. Alors après, pourquoi il est encore présent dans les grilles? Ça reprend le point que Xavier, mentionnait tout à l'heure. Aujourd'hui, les grilles, elles sont contractuelles, elles sont figées. On ne peut pas les changer, facilement, en cours de vie. C'est aussi pour ça qu'on travaille à une nouvelle structure, où justement on pourrait adapter, le positionnement de la grille, aux nouvelles conditions de marché. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile, hein, les grilles historiquement, elles ont été créées en 2013. À l'époque, l'inflation était très faible, les taux étaient pas vus comme ayant un potentiel de remontée important et donc ça faisait du sens d'avoir une exposition à ce genre de fonds pour se protéger contre une potentielle hausse des taux, dans la grille. Clairement, le fonds, n'a pas eu l'impact escompté parce que l'inflation n'est pas revenue finalement dans la période où c'était pertinent de l'avoir. Heu et finalement, au moment où le risque s'est réalisé, on n'avait pas la possibilité rapidement de sortir le fonds de la grille, et malheureusement, du coup, on a subi l'effet négatif. Ça, c'est aussi, l'une des raisons pour lesquelles on travaille finalement à ce changement, pour donner à ces grilles un peu plus de dynamisme. Alors quand je dis dynamisme, on ne va pas les changer tous les mois non plus, mais c'est vrai que pour ces grandes tendances et le fait de choisir des thématiques, qui font du sens à un instant donné, peut-être pour les 3 à 5 prochaines années, mais que comme on parle là de grilles qui ont des horizons de placement qui peuvent aller jusqu'à 25, 30, 40 ans, on ne sait pas si dans 5 ans la thématique sera toujours d'actualité. Le fait d'avoir cette possibilité finalement d'ajuster le positionnement des grilles, au fur et à mesure de la vie, en gardant le profil de risque évidemment, mais en adaptant. Donc, typiquement, par exemple, dans notre travail de refonte des grilles, le fonds inflation n'est pas retenu, dans l'allocation actuelle, parce qu'on a bien noté aussi que la pertinence du fonds n'était pas d'actualité et qui n'avait pas eu finalement le comportement escompté au moment où on l'attendait. Et donc le fait de pouvoir faire évoluer ces grilles de manière un petit peu plus souple nous permettra à l'avenir de corriger, et d'éviter ce genre d'écueil,
où on a des fonds qu'on a en portefeuille parce qu'ils ont été inclus à une époque où ça faisait du sens, mais qu'aujourd'hui ça fait plus de sens et que pour des raisons opérationnelles, on ne peut pas modifier la grille. Il a tout dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. C'est très clair. Xavier, ce que tu as évoqué sur la loi industrie verte et les changements à venir dans ces grilles retraite ont suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Je te le résumerai de façon simple sur les 3 points suivants. La première question est de dire, est-ce que le futur pilotage retraite aura, comme c'est le cas actuellement, 3 profils prudents, équilibrés, dynamiques? Est-ce qu'on se contentera de 3 grilles ou l'approche sera différente ou est-ce qu'il y en aura plus? Alors, c'est vrai, ça tombe bien que la question ait été posée parce que je me suis fait la remarque après mon intervention, c'est que j'avais oublié de mentionner un point et donc je vais pouvoir me rattraper. Ce que nous dit la loi industrie verte, c'est qu'on va devoir proposer des grilles intégrant du non-coté. Et que la grille par défaut, celle sur laquelle se retrouve le client si il ne manifeste pas explicitement la volonté d'autre chose, sera une grille avec du non-coté. Mais elle ne nous interdit pas d'avoir des grilles sans non-coté. Notre analyse, c'est que, et on le constate sur le reste de nos offres où on propose du non-coté, où on pratique très peu de clients en souscrivent. Notre analyse, c'est qu'il n'y a pas forcément encore aujourd'hui une appétence, une demande forte des clients pour nos côtés, qu'à contrario, ça peut même peut-être faire un petit peu peur sur une grille qui est destinée à la retraite, de se dire, voilà, j'investis sur du non-coté. Donc, on veut se ménager la possibilité d'avoir une version de ces grilles avec le non-coté parce que ça nous permet de respecter l'obligation réglementaire, mais malgré tout d'avoir également à côté de ça une version de ces 3 grilles sans non-coté pour pouvoir répondre le plus largement possible aux besoins des clients. Et dans un premier temps, on a encore un petit peu de temps avant le mois d'octobre pour affiner tout ça, mais à ce stade, on envisage plutôt que les préconisations qui sortiront des outils seront basées sur des grilles plutôt sans non-coté si le client ne formule pas explicitement la demande. Donc, pour répondre à ta question, on partirait plutôt sur 6 grilles, 2 x 3, hein, 3 avec les minima réglementaires de non-coté et 3 sans non-coté. Et ce serait plutôt d'ailleurs, puisqu'on a évoqué aussi la question de la durabilité, ce serait plutôt sur ces grilles-là, sans non-coté, qu'on ferait porter les efforts sur la durabilité, parce que c'est plus facile de le faire sur des grilles sans non-coté que sur des grilles qui ont du non-coté, qui cumuleraient sinon toutes les contraintes, et ça deviendrait un petit peu compliqué à constituer. Entendu. Donc, si je comprends bien, 3 grilles avec des contraintes de durabilité, prudent, équilibré, dynamique, et de l'autre côté, 3 grilles qui intègrent du non-coté, ce qui répond par ailleurs à une question qu'on avait sur les fonds PME, ce qui répond directement à une question Oui, qu'on avait parce sur qu'on les peut fonds dire sur les PME. fonds, ce qu'on peut dire sur les fonds PME rapidement, si j'ai 30 secondes, Oui, les fonds PME, ils répondent à une autre problématique qui était la possibilité de bénéficier sur les contrats collectifs du forfait social réduit, hein, qui impose. La contrepartie, c'était d'avoir une partie en fonds PEA-PME. Par souci de lisibilité, on a souhaité avoir les mêmes grilles pour toutes les offres, pour éviter de trop complexifier l'offre. Donc, on avait mis ces fonds non cotés aussi dans les grilles sur la partie individuelle. Avec Pacte, avec l'industrie verte, pardon, ça va être un petit peu compliqué de continuer à avoir les mêmes grilles parce que les contraintes de non-coté ne seront pas les mêmes selon qu'on sera sur des grilles avec le fonds PEA-PME et avec les minima de fonds PEA-PME permettant d'avoir le forfait social réduit et les autres. Donc, on va probablement devoir séparer ça. Et le deuxième point concernant PEA-PME, c'est que je ne sais pas, c'était peut-être d'ailleurs là-dessus que portait la question, c'est que dans la réglementation permet d'intégrer dans ce quota de non-coté
à concurrence de 15%, un petit peu de fonds PEA-PME. Je ne sais pas si c'était ça qui était évoqué, mais dans le non-coté qu'il devrait y avoir dans nos grilles, il y aura au minimum 85% de vrais non-cotés et jusqu'à 15% de fonds cotés, mais de type PEA-PME. C'est super clair. Merci Xavier. Dernier point de la question de ce résumé sur la loi industrie verte et les changements des grilles. Est-ce que les nouvelles grilles seront un peu moins risquées finalement? Est-ce que si on devait comparer les anciennes grilles avec les nouvelles, est-ce qu'on pourrait dire que les nouvelles grilles sont moins risquées? Ce qui est une inquiétude, visiblement de ce que je peux lire, ou pas nécessairement? Enfin, est-ce qu'il y a une Alors, comparaison, une approche par risque à je faire? dirais oui et non. Comme ça, vous serez vachement avancé. Ça, c'est jamais Non, aussi simple. non dans le sens où il n'y a pas de volonté de notre part de décaler le niveau de risque à la baisse par rapport à l'existant. Parce que ça correspond à à différents profils de risque, que l'important c'est que la grille soit sur le bon profil. Oui, par contre, pour deux raisons. Alors après, je laisserai peut-être Louis compléter, parce que là, je vais un peu empiéter sur son périmètre. Mais oui, parce que en se permettant d'avoir de la flexibilité dans la gestion de la grille, on pourra, lorsque ce sera nécessaire, réduire la volatilité. C'est ce qu'on n'a pas pu faire en 2022. En 2022, on avait des grilles qui étaient supposées être à des niveaux de volatilité beaucoup plus faibles que ce qui a été leur volatilité réelle, mais parce que on était prisonnier par les fonds qui avaient dans les grilles, enfin prisonnier des fonds qui étaient dans la grille. Donc de ce point de vue-là, oui, en tout cas, elles n'auront pas une cible de volatilité plus basse, mais elles donneront les moyens à Louis de pouvoir maintenir dans la durée le niveau de volatilité souhaité, ce qui n'a pas forcément été le cas dans le passé, parce que ça ne le permettait pas. Et la deuxième raison pour laquelle je dis oui, mais qui est moins vrai, mais c'est qu'avec le passage du SRI 3 au SRI 2 pour les fonds de faible risque, la part les fonds de risque faible qui seront intégrés dans la grille seront en moyenne plutôt moins risqués que ceux qu'il y a aujourd'hui. Mais pour autant, comme on va concevoir les grilles sur un niveau de volatilité globale, il y aura probablement une compensation entre la part plus risquée et la part moins risquée. Mais je pense que c'est surtout le fait de permettre d'ajuster l'allocation lorsqu'il y a vraiment des évolutions fortes de marché qui permettra à l'avenir d'éviter que la volatilité augmente de façon incontrôlée, incontrôlée et incontrôlable. C'est pas une fois encore, on était un petit peu piégé par les grilles telles qu'elles étaient constituées. Donc, à l'avenir, on pourra mieux piloter le niveau de volatilité. C'est ça, plus de souplesse, plus de capacité à adopter Réagir. les allocations en fonction des régimes de volatilité sur le marché, et pas de volonté de la part de SUSAF ni de SUSAF AM, si j'ai bien compris, de baisser le cran de risque ou de l'augmenter significativement, si ce n'est évidemment respecter le cadre de la loi industrie verte qui, pour le coup, est une véritable contrainte en tant que telle. Louis, je vois le temps, mais tu avais l'air de vouloir ajouter quelque chose? Non, mais effectivement, je voulais rebondir sur ce que disait Xavier. Effectivement, le niveau de risque a été plus important sur les fonds sous-jacents, du fait du niveau de risque aussi qui a nettement augmenté sur l'ensemble des marchés financiers. Donc on a été un petit peu emporté par le tsunami de l'année 2022. Donc le fait d'avoir plus de flexibilité, comme disait Xavier, permettrait de corriger ça et finalement d'introduire plus d'actifs moins risqués dans ces périodes plus risquées, donc pour contrôler mieux le niveau de risque. L'introduction du non-coté, paradoxalement, ça peut avoir aussi un effet stabilisateur, parce que il y a des valorisations qui sont beaucoup moins fréquentes. Donc du coup, finalement, il y a une partie du portefeuille qui bouge moins sur la durée. Donc ça peut stabiliser aussi. À contrario, par exemple, sur les grilles qui auront des objectifs d'alignement à la taxonomie, on pourrait avoir un petit peu plus de risques embarqués, parce que fondamentalement, les fonds sous-jacents seront probablement plus concentrés sur certaines valeurs pour atteindre ces objectifs de durabilité.
et donc du coup bénéficieront moins de la diversification intrinsèque qu'on peut aller chercher sur des fonds plus généralistes. Donc en moyenne, le niveau de risque des grilles devrait être cohérent avec le niveau qu'on a pu constater sur les 10 dernières années. On devrait pouvoir corriger les pics de manière un peu plus réactive et donc éviter aussi les pertes aussi importantes. Mais dans certains cas, on pourrait avoir des niveaux de risque un petit peu plus élevés, en particulier pour les stratégies un peu plus thématiques et un peu plus exposées aux problématiques et aux thématiques liées à l'environnement, du fait de la plus forte concentration des stratégies d'investissement sur certaines valeurs. Merci messieurs. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la dernière diapositive parce que ça fait 1 heure pile poil que nous sommes ensemble. Je vais répondre à 2-3 questions quand même et malgré tout que j'ai vu passer. Évidemment, Louis et Xavier, vous pouvez compléter mes propos si vous le souhaitez. On nous demandait si on avait déjà sélectionné des fonds dans les grilles. Bah, la réponse, c'est que ces grilles sont en cours de construction. Donc pour l'instant, le champ des possibles est ouvert. On n'a pas d'idée prédéfinie en la matière, si ce n'est évidemment de coller au cadre réglementaire imposé par la loi Industrie verte. Les fonds qui seront sélectionnés peuvent-ils se couvrir contre différents risques? Je pense qu'on évoque notamment le risque de taux. Alors, évidemment, certains le peuvent, d'autres ne le peuvent pas, mais encore une fois, comme je viens de vous le dire, les fonds n'ont pas été prédéfinis ni présélectionnés. Et enfin, 2 derniers points, on nous pose la question de savoir pourquoi le fonds multi-asset growth a un comportement aussi décorrélé que les fonds croissance actions qui sont sur la place. Il y a un malentendu sur le nom de growth, puisque growth, dans le cadre du multi-asset, growth veut dire dynamique. Enfin, on s'assimile à un fonds dynamique, multi-asset dynamique versus un fonds equity croissance, comme on pourrait le croire avec l'anglicisme growth. Donc on ne compare pas la même chose, donc il n'y a pas de décorrélation ou de corrélation, c'est juste 2 fonds qui sont très différents. Et enfin, pour finir de répondre aux questions, on nous demande si finalement on ne met pas trop de temps à réagir à l'année 2022. Je répondrai simplement en fait, et je suis bien placé pour le savoir, que vu de l'extérieur, ces grilles retraites peuvent paraître un livrable extrêmement simple avec une grille, une désensibilisation qui évolue au fil du temps. Et croyez-moi, et pour faire partie évidemment avec Xavier et avec Louis des groupes de travail, finalement c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte et les bonnes choses ne se construisent pas en un quart d'heure ni en 6 mois. Sans compter évidemment que notre but, c'est bien entendu de vous construire quelque chose qui soit non seulement performant du point de vue financier, mais aussi sur lequel on ait des éléments commerciaux intéressants et qui puissent retenir l'oreille du client à vous proposer et à vous livrer pour que toutes et tous nous puissions travailler ensemble dans les meilleures conditions et surtout avoir la commercialisation des produits la plus aisée possible avec en face, bien entendu, les performances les plus sympathiques possibles. Il y a eu d'autres questions qui concernaient davantage d'autres produits qui ne sont pas couverts à l'occasion de ce webinaire et également d'autres éléments. Si peut-être Xavier, on nous posait la question de savoir si à l'avenir on pourra mettre et du pilotage retraite et des structurés ou du pilotage retraite plus de l'allocation libre, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel on peut déjà se prononcer ou est-ce que c'est peut-être encore un tout petit peu trop tôt? Des pilotages retraite et du structuré, on pourra continuer à en mettre. Eh bien super. Parce qu'on fait les Merci. deux. Merci pour ta réponse. Xavier, je voulais te remercier pour le temps que tu nous as accordé, tes C'est un explications plaisir. claires. Louis également, merci pour les efforts de transparence et de simplicité d'explication. J'ai bien conscience que pour certains d'entre vous, ça peut paraître complexe, mais croyez-nous, on a travaillé longuement avec les équipes marketing de com pour rendre ce support le plus simple et intelligible possible. Et surtout, sachez que commercialement, évidemment, aux côtés de vos inspecteurs, on est là pour expliquer
détaillées, tenter de rendre les choses transparentes, même quand elles sont complexes. Donc, n'hésitez pas, nous sommes là et on se fait un plaisir de vous répondre. À toutes et tous, je vous dis un grand merci pour votre présence, votre écoute. Merci à Aurore, parce que vous la voyez pas, mais c'est elle qui a fait toute la présentation. Exactement. Et bravo Aurore, bravo les équipes aussi de communication pour l'organisation. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.